Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Burning Banners publié par Compass Games en 2024. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons ce qu'on appelle un Fantasy Wargame, c'est-à-dire un wargame qui se déroule dans un monde fantaisiste, imaginaire, sorti tout droit justement de l'imagination de son designer, mais pourtant publié par Compass Games, qui a la réputation quand même d'un éditeur de jeux historiques relativement pesant, mais qui, comme beaucoup d'éditeurs, a fait ce qu'on appelle dans le jargon un crossover, là, c'est-à-dire est allé se tremper l'orteil dans une branche ou dans un segment de marché dans lequel ils ne sont pas. Puis honnêtement, vu le succès du jeu, là, ils doivent se demander, Chris, comment ça qu'on fait pas ça plus souvent? Puis c'est à se demander si tous les éditeurs ne devraient pas abandonner les jeux historiques, hostie, puis se lancer là-dedans. Parce que quand Burning Banners est sorti, ben là, évidemment, tu sais, ça attire l'attention. Il s'agit qu'il y en ait un, hostie, qui tombe dessus, puis qui disent wow, 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 c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, ça, puis les autres hostie de cochonneries plates que les wargamers jouent d'habitude, là, c'est le fun. Il y a des gobelins, il y a des orques, il y a des géants, il y a des dragons, il y a toutes sortes d'affaires. Wow, wow, ta minute, puis c'est quoi cet éditeur-là, puis comment ça qu'on n'a jamais entendu parler, et puis là, ils se précipitent pour aller voir le catalogue, puis ils disent yark, caca. Mais en tout cas, c'est trop spécial parce que Compass Games a vraiment été sur le spotlight en 2024. Il y a énormément d'influenceurs, puis je ne m'inclus pas là-dedans. Il y a énormément d'influenceurs qui ont couvert Burning Banners, là, des grosses pointures puis des gros noms. Je me demande même si Tom Vassell l'a pas couvert de Dice Tower, là, ou en tout cas, il y a une couple de grosses pointures vraiment qui l'ont couvert. Des gens qui normalement là s'approchent pas à moins de 10 pieds d'un wargame, là, sinon ils se transforment en statue de sel. Là. Fait que, mais ça, ils ont sauté là-dessus à pieds joints. Puis il a probablement fait son tour dans le hotness aussi de Board Game Geek pour cette raison-là. Euh, Puis là, ben comme d'habitude, le Compass Games est revenu à ses bons vieux jeux, puis à sa bonne vieille cédule habituelle, puis à sa clientèle habituelle, de trois petits tours et puis ils s'en vont. Mais ça va demeurer quelque chose dans leur catalogue qui sort de l'ordinaire un petit peu. Puis je pense qu'ils ont toutes vendu leur première impression du jeu, mais ils en ont refait imprimer après. Puis à ma connaissance, il est quand même assez disponible maintenant. Là, on n'est pas en situation là, de rupture de stock puis tout le kit là, que vous devez absolument vous garrocher. Là. Je pense qu'il est relativement disponible. Encore une fois, Compass Games doivent regarder le chiffre à la fin de l'année et se dire Chris, Burning Banners, si on en faisait plus des jeux de même, là, plutôt qu'un 28 millième jeu sur la Deuxième Guerre mondiale, de quoi aurait de l'air notre business. C'est un peu le pendant de Plum Island Horror pour GMT Games. On peut pas dire que le catalogue de GMT Games est rempli de jeux qui ressemblent à Plum Island Horror. Mais quand GMT a sorti ça, ben là, ça a attiré l'attention d'un paquet de monde qui ont zéro fuck all intérêt dans les jeux historiques, mais qui pourtant ont fait énormément de tapage puis de publicité là-dessus. L'auteur, parlons-en, fait que Christopher Muller, c'est typiquement, je pense que dans la vie de tous les jours, c'est d'abord et avant tout un graphiste, mais il y a quelques designs à son actif. Je pense que c'est pas son premier, ça nécessairement. Mais il est d'abord et avant tout un graphiste. Fait que c'est ce que moi j'appelle un Marc Rodrigue. Clin d'œil à mon bon ami Marc, qui est designer de Bayonets et Tomahawks, c'est-à-dire des gens qui ont à la fois le côté graphisme et le côté design de jeu. Asti que c'est pratique. T'sais, ça, c'est vraiment là, fait que Christopher Muller est à la fois le designer, le concepteur, qu'on dit en français normalement, du jeu, et l'artiste. C'est lui qui a fait la map, c'est lui qui a fait les cartes, c'est lui qui a fait les counters, il a tout fait. Là. Puis, je peux vous dire une chose, là, mais quand Christopher Muller playtestait son jeu Burning Banners puis qu'il l'amenait dans des conventions, là, c'était pas lettre, là, puis c'était pas des napkins avec des petits dessins boboches de forteresses puis de villages puis de deux, trois sapins pour représenter une forêt. Probablement qu'il arrivait exactement avec cette map-là aux conventions, puis il faisait de l'ombre aux jeux qui pourtant, eux autres, étaient sortis officiellement, alors que lui, c'était uniquement du playtesting. Ça me rappelle quand Marc amenait Bayonets et Tomahawks, alors que c'était encore en playtesting à nos conventions de jeux à Montréal. Chris, le jeu était plus beau.
que bien des jeux qui étaient publiés puis qui étaient sur d'autres tables. Fait que c'est sûr que ça, c'est pratique en crise. L'autre avantage aussi, c'est que vous vous ostinez pas beaucoup comme designer avec l'artiste qui s'occupe de votre jeu. C'est la même personne dans ce cas-là. Ça se joue de 2 à 6 officiellement. Personnellement, j'irais pas en haut de 4. C'est un jeu quand même où vous jouez, chaque joueur joue à tour de rôle. Là, tu sais, chaque joueur bouge toutes ses unités, puis fait les combats de toutes ses unités, puis les actions de toutes ses unités, puis après ça, c'est à l'autre joueur. Ce qui aide un petit peu ce jeu-là, c'est que à partir du moment où on est plus que deux, ça se passe toujours par équipe. Fait que les scénarios à 3, c'est 2 contre un. Les scénarios à 4, c'est fort probablement 2 contre 2. Je ne sais pas s'il y en a un 3 contre un, là, mais bref, il n'y a toujours que 2 camps là-dedans, peu importe le nombre de joueurs. Fait que, oui, à 6, vous avez quand même un intérêt, parce que si deux joueurs sont en train de s'affronter, ben, il y en a minimalement un de ces deux joueurs-là qui est votre ami, puis qui est votre allié, puis vous souhaitez son succès. Mais n'empêche, c'est pas pareil d'être spectateur puis de regarder ça pendant 15 minutes que de bouger vos propres unités puis de prendre vos propres décisions. Fait qu'à 4, 2 contre 2, je le ferais. À 6, par exemple, 3 contre 3, je trouverais que mon tour, ça prend du temps avant que ça revienne en coalice, là. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Officiellement, il y a des scénarios pour tous les goûts. Il y a 29 fucking scénarios dans ce jeu-là. Ça vient avec vraiment un scénario booklet, c'est le cas de le dire. Il y a des scénarios de toutes les durées, de toutes les player counts, de toutes les combinaisons de factions ou à peu près possibles. Puis bon, ça paraît pas, là, vous regardez ça, puis vous dites, ah, c'est cool, ça, cette affaire-là. Mais dans la vraie vie, là, ça, c'est 4 maps. OK? Fait que c'est 4 cartes que vous mettez une à côté de l'autre. Fait qu'il y a des scénarios aussi, je vais le dire, pour toutes les table space et pour tout l'espace que vous avez sur votre table. Il y a du monde qui sont peut-être juste capables de fitter 2 maps sur leur table, tu sais, pour fitter un scénario avec les 4 maps puis les 6 joueurs alentour avec le player board puis tout ça, ça vous prend une hostie de grande table. Mais en ayant 29 scénarios, ben, vous n'aurez même pas assez probablement d'une vie pour passer à travers tout ça. C'est aussi un jeu qui vient avec ce qu'on appelle un basic game puis une game avancée. Fait que des règles de base puis des règles avancées. Le rulebook est à peu près moitié-moitié règles de base, règles avancées. Moi, j'ai joué uniquement à la version règles avancées, c'est pas pour me péter les bretelles, mais la version de base, c'est de base. Tu sais, on bouge des unités, on roule des dés, on se tape dessus, mais pour moi, ça manque de chrome un petit peu. La version avancée ajoute les héros, les spells, les, euh, les trésors qu'on peut trouver dans les repères, puis les monstres, puis toutes ces affaires-là, puis aussi ce que le jeu appelle les blessings, là, qui sont des trucs magiques là, spécifiques à votre faction. C'est là où le jeu prend toute sa saveur, selon moi. Sinon, il n'y a pas une grosse différence entre une faction et une autre. D'ailleurs, c'est ça, les héros, les unités. Fait que les unités soient différentes, le jeu est très très asymétrique. Que les unités soient différentes d'une faction à une autre, ça vous l'avez même dans le jeu de base. Mais les blessings sont tous différents, puis ça c'est juste dans le jeu avancé. Les héros sont tous différents, puis ça c'est juste dans le jeu avancé. Puis il y a des règles spéciales des fois qui deal avec les règles avancées aussi. Bref, moi, me suis pitché dans ma première game en lisant les règles avancées. Honnêtement, si vous êtes un gamer d'expérience, vous ne serez pas dépeigné par ça. Ceci dit, contrairement à d'autres jeux, la séparation est bien faite entre les règles de base et les règles avancées. Si vous voulez jouer juste la version de base, vous n'allez pas vous enfarger à toutes les 2 secondes dans les règles avancées. L'auteur a quand même bien foutu son rulebook pour séparer ces deux affaires-là en identifiant d'une couleur en particulier qu'est-ce qui avait un lien avec les règles avancées là, pour pas trop que vous vous mélangiez. Là. Euh, Il y a de l'errata un petit peu, mais l'auteur est quand même assez impliqué sur Board Game Geek, va répondre à vos questions, ça c'est toujours un plus. Il a publié aussi des Living Rules, donc des règles finalement mises à jour en fonction des différents errata, avec encore là une couleur spéciale pour vous montrer qu'est-ce qui a changé, fait que c'est pas pire. Mais bon, c'est certain que c'est pas le plus grand rédacteur de règles. Puis on voit qu'il a pas mal été tout seul à développer ça aussi. Là. Fait que, tu sais, il s'ajuste au fur et à mesure que le monde trouve des affaires, il change ses trucs. Le fait qu'il soit aussi la personne qui a mis en page le PDF des règles, parce que des fois, ça peut être un petit cauchemar, là, parce qu'une fois que l'artiste a été payé par l'éditeur, puis que le jeu est sorti,
Si jamais il y a pas mal d'errata dans votre jeu, puis vous dites, hey, il faudrait changer le PDF de règles, changer cet exemple-là, changer ci, changer ça, là, l'artiste, lui, bonsoir, il est parti, il a eu son argent, puis il fera pas ça normalement là, par charité chrétienne là, pour vous. Là. Fait que, mais là, Christopher Mueller, étant donné que c'est son jeu, c'est lui qui l'a designé, puis c'est lui qui a mis en page le livre de règles, ben lui peut se permettre de faire des petits changements dedans quand même relativement facilement. En play by email, c'est pas par jeu. En play by email, les règles basiques, ça va. Mais les règles avancées en play by email, quand on rajoute les spells là, qu'on peut caster en combat, là, ben, en théorie, à chaque fois qu'une unité attaque une autre unité, il faudrait normalement laisser le temps à l'autre. Est-ce que tu veux jouer une spell? Est-ce que moi je vais jouer une spell? Fait que ça rallonge beaucoup le combat, mais en face à face, ça roule vite en esti quand même comme jeu. Là. Vous allez voir, le combat, c'est pas compliqué. Là, quand deux unités se tapent dessus, là, c'est relativement simple. Mais en play by email, je dois dire que c'était beaucoup start-stop, start-stop. Là, on avait quand même pas mal d'interruptions quand j'ai joué ma game. D'ailleurs, moi, j'ai joué deux games de ça. Les deux fois, j'ai joué le même scénario, un très bon scénario à deux qui oppose les nains qui sont plus défenseurs contre une invasion orque. J'aime beaucoup ce scénario-là. Je l'ai joué deux fois, une fois en personne, puis une fois en play by email avec mon bon ami Dominique, que je salue s'il est à l'écoute. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est mon but dans cette playlist-là. Je vais vous expliquer les règles avec ce scénario-là un peu en tête, là, un scénario à deux, là, qui est un excellent scénario pour commencer puis vous initier à ce jeu-là parce que vous n'êtes pas trop de joueurs, votre tour revient vite. Ça vous permet justement là, de bien maîtriser les règles en compagnie d'un de vos partenaires de jeu. Là. Puis une fois que ces règles-là sont maîtrisées, vous pouvez greffer deux autres joueurs pour la prochaine game, puis vous attaquer un scénario plus en équipe, deux contre deux. Mais là, vous allez avoir deux joueurs expérimentés qui ont une game derrière la cravate puis qui sont capables d'épauler les deux autres là-dedans. Là. Fait que il y a des belles choses là-dedans, définitivement. Ça regorge de flavor. Bon, le board, je viens de finir mon top 10 des plus beaux boards. Il a passé proche en hostie de se retrouver sur la liste. C'est pas trop cet artiste-là, c'est moins mon style. Un petit peu, je saurais pas mettre le doigt dessus, là. Mais il fait aucun doute que le niveau de détail est là. Encore une fois, il n'y a pas une hostie de ville de pareil. Tous les petits bâtiments puis tout ça. J'aurais pu être moins cheap et laisser une place quand même sur mon top 10. Puis le crisser genre en 10e place, juste pour dire que j'ai souligné son talent, parce que c'est définitivement un des très bons artistes de notre génération qu'on voit à l'œuvre ici. Fait que c'est ça, c'est parti. Burning Banners avec ce qu'on appelle un full teach, en utilisant un scénario à deux joueurs là, comme trame de fond, là, où je vais vous simuler certaines affaires pour appuyer l'explication des règles. Fait que c'est parti, manquez pas la suite. À plus.